Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette petite vidéo en ce dimanche soir, disons pluvieux. J'ai eu envie de vous parler de la haine ce soir. Si vous suivez un peu l'actualité, vous vous êtes certainement rendu compte qu'il y a quand même une certaine lourdeur dans tout ce qu'on lit dernièrement. Je fais référence entre autres à la saga qui entoure Guillaume le Métis-Vierge et d'autres vedettes aussi qui ont commencé à manifester un point de vue qui légèrement s'éloigne du narratif officiel dont on nous fait la propagande depuis 1 an et demi, un peu plus. Et je remarquais aussi par rapport à différents articles où le ton me semble très arrogant, me semble très haineux. En fait, en tout cas, ça détonne beaucoup avec la supposée neutralité journalistique dont on devrait faire montre. Alors, j'avais envie de discuter de ça avec vous. J'ai sorti quelques exemples. J'espère que vous allez trouver ça intéressant. Je sais que la plupart d'entre vous me connaissez comme naturopathe agréée, mais ce soir, je vais refaire sortir mon côté peut-être un petit peu plus anthropologue. Alors, j'ai une présentation que je vais partager avec vous sans plus tarder. Alors, voilà. Ça s'intitule « À qui profite la haine ». Pour ceux qui me connaîtraient peut-être un petit peu moins, j'ai des nouveaux amis depuis mon entrevue avec Mel Goyer. Vous pouvez aller trouver mon information sur mon site web chantalandumas.com. Vous allez avoir une mini-biographie tout de suite après. Donc, comme je vous le mentionnais, j'étais très interpellée par toute cette situation avec, entre autres, Guillaume. Et on voit ici un grand titre de Sophie Durocher qui dit « Guillaume le Métis-Vierge doit assumer ». Mais assumer quoi au juste? Vous avez probablement entendu aussi la mise au point de Guillaume qui dit « Moi, j'attendais tout simplement la venue du vaccin québécois, comme plusieurs autres personnes d'ailleurs. Et même s'il n'attendait pas la venue d'un vaccin, il devrait encore avoir le choix de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner. Je vous rappelle qu'on a affaire à un traitement expérimental dont toutes les données n'ont pas encore été publiées. On est en phase 3 des études sur les vaccins, je pense peut-être phase 4 pour certains vaccins. Mais donc, on n'a pas toute l'information et cela crée un malaise, même au sein de la communauté scientifique, au sein de la communauté médicale, on le voit, c'est pas pour rien qu'il y a des obligations vaccinales parce que beaucoup de personnes hésitent. Alors, il doit assumer quoi, Madame la bien-pensante? Moi, ça me donne l'impression, tout ce ton et cette supériorité morale que se donnent les vaccinés, les détenteurs de passe vaccinale, qu'on est en train de transposer notre héritage judéo-chrétien, judéo-chrétien, pardon, de flageoler dans cette nouvelle religion techno-sanitaire. Donc, Guillaume est un petit peu l'agneau sacrificiel qui doit pour le moment, expier nos péchés. Donc, comme je vous disais, je suis naturopathe agréée, je suis aussi formée en anthropologie médicale et donc, je m'intéresse évidemment à toutes les questions de justice sociale. Je suis une lanceuse d'alerte, une activiste, enfin, vous me décrivez comme vous le voulez, ça change rien à mon cheminement et à ce que j'ai envie de vous partager. Mais si vous avez envie d'en connaître davantage, je vous invite à visiter mon site web chantalandumas.com. Donc, au niveau des non-vaccinés, on nous a trouvé un nouveau nom. On a été les complotistes, on a été les anti-masques, on a été les non-vax. Ça, c'est la nouvelle. On ne peut plus nous appeler complotistes. tous nos complots, toutes nos théories sont devenues des faits. Donc, c'est un petit peu malaisant de nous appeler des théoriciens du complot maintenant. Alors, on nous appelle tout simplement les anti-vax ou les non-vaccinés. Et j'ai trouvé cet article de Francine Pelletier assez intéressant dans Le Devoir. Elle nous appelle, elle, les nouveaux galeux et fait donc une espèce de parallèle avec d'autres situations antérieures. Mais il y avait dans son article des statistiques fascinantes qui disent que pas moins de 77% des Canadiens
et jusqu'à 85% des vaccinés ont une opinion très négative de ceux et celles qui refusent la consigne numéro 1 de la santé publique. On nous considère comme irresponsables, égoïstes, indignes de confiance. Indignes de confiance parce qu'on choisit de ne pas se faire vacciner. Égoïste. Pourquoi on est égoïste exactement? Pourquoi on est égoïste exactement? Parce qu'on refuse personnellement un traitement expérimental. On est rendu au-delà de 85% de vaccinés au Québec. Donc, techniquement, on a dépassé les chiffres que la santé publique nous avait exigés. On a atteint l'unité de groupe. Vous savez, ça fait 1 an et demi qu'on a une pandémie. Donc, c'est sûr qu'on a développé une certaine quantité d'anticorps. Donc, où est la question d'égoïsme là-dedans? Et les gens qui seront vaccinés et qui vont malheureusement souffrir d'un accident vaccinal, qui seront peut-être à la charge de l'État pendant des années, parce qu'oubliez pas qu'on ne peut pas poursuivre une compagnie de vaccins. Donc, ça sera l'État québécois, canadien, qui devra se faire garant de la santé de ces gens-là. Alors, c'est qui les égoïstes? Est-ce que quand vous voyez quelqu'un faire la file à la SAC pour aller acheter de l'alcool ou qui va s'acheter des cigarettes, qui risque de causer des maladies cardiovasculaires, qui risque de causer du diabète, donc des maladies chroniques qui sont de loin beaucoup plus répandues, beaucoup plus coûteuses dans le système de santé que COVID, est-ce que vous traitez ces gens-là d'égoïstes? Donc, pourquoi nous? Parce qu'on fait le choix de ne pas se soumettre à un traitement expérimental, on devrait être traité d'égoïsme. Donc, en fait, aussi, ce qui est intéressant, c'est ce parallèle qu'on établit entre les gens qui, en général, ont fait beaucoup de recherches. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de scientifiques, professionnels de la santé qui hésitaient face à ce traitement expérimental, mais on nous fait toujours passer pour des ignorants. Hein? On ignore la science, on pense tout que la Terre est plate et puis on n'a rien compris à la patente. Donc, on nous fait passer pour des ignorants menaçants, traçant ainsi une ligne indélébile entre la science et l'ignorance, entre la raison et l'énervement, et la vertu et le vice. On est vicieux parce qu'on ne se fait pas vacciner. Donc, l'autre, hein, nous autres, qui avons fait ce choix, est d'abord vu comme étranger à soi. On met ça dans un autre groupe et on va voir pourquoi c'est important. Un être à part, puis un étrange. Ensuite, un ver dans la pomme capable de pourrir les bonnes mœurs de l'harmonie sociale. Je vous ramène à Sophie Durocher. Il doit payer. Donc, une fois cette attitude bien ancrée, tous les coups sont permis. C'est pas rien, là. On ostracise l'autre, on le met dans un autre groupe, ça devient un sous-humain et donc maintenant tous les coups sont permis et jusqu'où ça peut aller. C'est ça ma vraie préoccupation dans cette histoire-là et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler de la haine ce soir. Donc, à partir de là, sans que ça soit toujours conscient, on crée 2 classes de citoyens, les acceptables, les inacceptables. C'est aussi ce que la vaccination obligatoire et l'imposition du passeport sanitaire pour des raisons évidemment plus nobles, encore une espèce de langage valeureux, hein, sont en train de créer au Québec. Le transfert de préjugés que soulève le dernier sondage de l'ALC est une indication que toute société, aussi valeureuse fût-elle, cherche constamment des boucs émissaires, des têtes de turc. Donc, on vit des frustrations, des peurs, de l'anxiété, des privations de liberté, toutes sortes de choses depuis presque 2 ans, et ça prend un coupable. Évidemment, si on décide que le coupable, c'est peut-être Anthony Fauci qui a fait des études sur le virus puis le gain de fonction à Wuhan, ou c'est peut-être François Legault qui profite de la situation pour gérer par décret, donc sans opposition depuis presque 2 ans, ou c'est peut-être l'élite pharmaceutique avec Bill Gates qui fait des milliards sur ces fameux vaccins. Donc, il pourrait y avoir des coupables, mais peut-être que c'est trop difficile pour nous d'admettre qu'on s'est fait flouer, qu'il y a des coupables, des gens en qui on avait placé notre confiance politiquement
au point de vue de la médecine ou de la pharmacologie, et qu'on se rend compte que ces gens-là n'ont peut-être pas nécessairement nos meilleurs intérêts à cœur, ça peut créer une dissonance cognitive, puis la pilule, des fois, est dure à avaler. Alors, c'est tellement plus facile de jeter notre colère, de jeter notre frustration envers les non-masqués, les non-vaccinés, les Guillaume, le Métis-Vierge de ce monde. Donc, il y a vraiment cette nécessité de trouver des boucs émissaires pour notre frustration. Alors, qu'est-ce qu'on voyait aussi ces jours-ci, le 3 octobre? Stéphane Blais, un article sur Stéphane Blais, qu'il soit vrai, qu'il soit pas vrai, ça, c'est une autre affaire, c'est une autre paire de manches, c'est pas le point dont je veux débattre ce soir, mais l'article va comme suit. 2 leaders complotistes seraient atteints de la COVID-19. Depuis quand on décrit les gens de par leur adhésion ou leur croyance? Est-ce que quand on voit quelqu'un d'autre, on dit un adhérent au Parti libéral québécois aurait la COVID? D'abord, aurait, hein? On s'entend que c'est pas clair. Pourquoi on décrit systématiquement dans les médias des gens qui ne suivent pas le narratif dominant de tous ces qualificatifs anti-vaccins, anti-tout ce que vous voulez, complotistes, conspirationnistes, etc., etc., etc. Et pourquoi ça devrait nous concerner, ce qui se passe dans la santé de Stéphane Blais? Stéphane Blais a droit à la confidentialité médicale comme toute autre personne. L'autre chose qu'on voit dans cet article-là, on parle qu'il est actuellement accusé par l'Ordre des CPA d'avoir tenu à maintes reprises des propos indignes de la profession de comptable. Qu'est-ce que les croyances de Stéphane Blais par rapport à un virus, à la nécessité d'adopter certaines mesures technosanitaires ont à voir avec sa profession de comptable? Donc, ça, c'est une autre histoire qui revient avec ce que je vous disais tantôt cette espèce de supériorité morale des bien-pensants qui suivent les consignes, valides ou non valides scientifiquement. Ça, c'est l'objet d'un autre débat. Mais c'est tout le temps cette espèce de les méchants. Donc, ce que je vous demande comme question, si c'était le docteur Régent Thomas qui souffrait d'une infection transmise sexuellement, est-ce que ça aurait fait la une ou la deux de la presse? Est-ce qu'on aurait parlé des croyances de Régent Thomas? Est-ce qu'on nous aurait parlé de son statut médical? Est-ce qu'on l'aurait blâmé parce que peut-être avec toutes les connaissances qu'il a sur la médecine, il ne s'est pas protégé durant un échange, peu importe? Est-ce qu'il aurait subi le même traitement, vous croyez, dans deux situations relativement semblables? Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'impartialité journalistique. Eh bien, moi, j'ai l'impression qu'on a plutôt affaire à des procès sur la place publique. Hein? Pensez à l'Inquisition, autant des femmes qu'on disait être des sorcières et les procès qu'on faisait sur la place publique, et on s'en servait évidemment pour faire peur au restant des autres personnes pour leur dire suivez le pas parce que sinon il va vous arriver ça. Et encore une fois, on pouvait accuser n'importe qui d'être une sorcière, et la pauvre sorcière, il fallait qu'elle se défende, et on la torturait jusqu'à temps qu'elle avoue. Donc, on est un petit peu dans une inquisition en ce moment, peut-être un peu moins violente jusqu'à maintenant, mais on n'est pas dans le bon sens, c'est ça que je veux dire. Alors, je prends aussi l'exemple d'Amalega, François Maléga, donc qui est incarcéré, comme vous le savez probablement, pour refus de porter le masque. Et j'ai trouvé cet article absolument hallucinant. Je vous ai mis les liens, je vous mets toujours les liens de toutes mes publications. Et puis à la fin, il y a une liste des liens. Vous les avez en haut également de la vidéo. Anti-masque, anti-vaccin, complotiste. On n'arrête pas de dire qu'il fait des longs monologues pour étaler toutes ses croyances, ses théories conspirationnistes. Son ton était agressif, il déblatère, une interminable diatribe. Tu sais, une diatribe, là, je veux dire, on n'entend pas souvent ce mot-là dans nos journaux québécois, mais c'est comme une longue plainte, tu sais, c'est pas très positif. Déblatérer non plus. On dit même qu'il avait une absence totale d'empathie pour toutes les personnes décédées. Alors, je me demande, moi, le Michael Guyenne en question, il a quelle qualification pour déterminer que François Maléga
avait une absence totale d'empathie. C'est particulier, mais on sent encore une fois un ton condescendant, arrogant. On fait tout pour donner une mauvaise tête à François Maléga, en fait, pour nous le faire détester. Et quelque part dans le texte, assez loin, on mentionne que c'est un ex-professeur de mathématiques. En comparaison, je vous ai mis Guy Turcotte. Guy Turcotte, un ex-cardiologue. Alors, c'est intéressant parce que lui, qui a assassiné, je vous le rappelle, ses 2 petits-enfants de 3 ans et 5 ans à plusieurs coups de couteau, donc un être absolument ignoble, lui, dès le début de l'article, on parle de l'ex-cardiologue Guy Turcotte. Mais François Maléga, il n'a juste pas porté son masque. Lui, on le vilifie et très, très loin dans le texte, on mentionne que c'est un ex-prof de maths. On parle dans son cas d'un meurtre non prémédité. Et il y a même son avocat, et on a sorti cette partie-là de l'entrevue, on l'a mis en exergue en caractère gras, qui nous dit que Guy Turcotte est un père aimant. Un père aimant. On a presque de la peine pour lui. Alors imaginez la différence dans le traitement médiatique d'un gars qui n'a pas mis son masque pour rentrer dans un commerce et d'un autre qui a tué ses 2 enfants. C'est hallucinant. Dans n'importe quel autre contexte, les gens aussi trouveraient ça hallucinant. Et pourquoi on trouve pas ça hallucinant? Ben parce que ça fait 1 an et demi qu'on vous chante, qu'on s'acharne sur les gens qui pensent différemment ou qui questionnent ou qui critiquent le narratif dominant pour vous faire avaler qu'on est une gang d'édentés, qu'on est une gang d'imbéciles et qu'on commence à être des personnes très, très, très dangereuses. Alors, d'où ça part tout ça? Ben, ça part du leader, évidemment, qui encourage la division. Je vous ai donné 2 exemples récents. Il a traité en plein Salon Bleu Nadeau-Dubois de woke. Selon moi, c'est pas un langage de premier ministre, un langage qui encourage les insultes, la division, qui manque complètement de respect, qui manque de classe. C'est pas le premier exemple, mais c'en est un récent. Et son allocution qui m'a vraiment fait tourner le sang dans le corps, c'est lorsqu'il a mentionné que s'il était patient dans un hôpital, il n'accepterait pas qu'une infirmière non vaccinée soit proche de lui. Faut le faire, là. Faut le faire. Alors, il y a quelques mois, les infirmières étaient des anges, hein? Et maintenant, elles sont quoi? Si elles ne sont pas vaccinées, elles sont une catégorie de personnes à part, comme on l'a vu au début. Alors, en plus, c'est que sa division se fait sans aucun fondement scientifique. Ça, c'est la partie qui est encore plus dérangeante. Et c'est là qu'on peut comprendre qu'il y a clairement un agenda politique, puisque scientifiquement et du point de vue de la santé publique, ça ne fait pas de sens. Alors, M. Legault, vous avez peur qu'une infirmière non vaccinée, dont c'est la profession de sauver des vies, qui essaie de venir à votre secours, vous ne voulez pas qu'elle vous approche. Est-ce que c'est que vous n'êtes pas vacciné? Vous avez peur d'une infirmière non vaccinée parce que vous n'êtes pas vacciné? Ou si vous êtes vacciné, pourquoi vous avez peur d'une non vaccinée? C'est parce que vous n'avez pas confiance dans vos vaccins? À un moment donné, il faut se faire une idée. Là. Si le vaccin fonctionne, on n'a pas peur des non vaccinés. Puis s'il ne fonctionne pas, ben pourquoi on veut forcer les non vaccinés à prendre un traitement qui ne fonctionne pas? Donc, à un moment donné, il faut se faire une idée. La chose la plus importante aussi qu'il faudrait peut-être rappeler, que ce soit par rapport à la citation de M. Legault ou par rapport au pass vaccinal, c'est que pour être infectieux, il faut être infecté. Donc, c'est pas le fait qu'une personne soit pas vaccinée qui fait qu'elle est dangereuse, c'est cette infectée, puis elle se promène, puis elle répand des particules virales un petit peu partout. C'est ça qui est dangereux. Donc, il faudrait aussi être clair. En plus de ça, vous savez que les infirmières non vaccinées doivent faire 3 tests PCR par semaine. La personne vaccinée, qui peut quand même transmettre du virus, ça a été démontré étude après étude. Alors, elle est vaccinée, elle n'a pas besoin de se tester, elle, mais elle peut vous infecter. Mais l'infirmière non vaccinée, elle doit se tester. Donc, dès qu'elle va tester positif, elle ne sera pas sur son corps de travail.
mais vous voulez quand même pas qu'une infirmière non vaccinée prenne soin de vous. L'autre point à considérer, c'est que les infirmières qui sont en poste depuis 2 ans, elles sont constamment exposées à des gens qui sont infectés, qui sont porteurs asymptomatiques, en supposant que cela existe. Et donc, on peut supposer qu'elles ont développé une immunité naturelle. Il y a une étude qui a été publiée dans le Science Daily qui nous dit que l'immunité naturelle qu'on développe suite à l'exposition au SARS-CoV-2, donc au virus qui présumément donne COVID, on a des anticorps pendant 1 an, ce qui est 4 fois plus long que ce que procure l'immunité artificielle, dans le meilleur des scénarios, via la vaccination. Donc, c'est quoi cette logique de ne pas vouloir se faire approcher par une infirmière qui n'est pas malade? Parce qu'on sait aussi que les gens symptomatiques, selon une étude qui a été réalisée à Wuhan sur 10 millions de personnes, que dans les cas d'asymptomatiques, il y a eu 0 sur 10 millions cas de transmission. Donc, on sait que cette histoire d'asymptomatique, ça ne tient pas la route. Alors, divisé sans fondement scientifique, encore une fois, eh bien, les personnes pleinement vaccinées peuvent porter autant de variants Delta que les non vaccinés. Et ça, c'est une étude du British Medical Journal. Donc, vous vous faites approcher par une infirmière vaccinée parce que vous n'avez pas confiance dans votre vaccin ou vous n'avez pas été vacciné, qui peut porter une charge virale aussi importante, surtout dans le cas du variant Delta qui est présentement ce qui est répandu au Québec. Ben celle-là, vous lui faites confiance. Elle n'a pas été testée 2-3 fois par semaine, mais celle-là, vous lui faites confiance. Scientifiquement, ça ne tient pas la route, M. Legault. Alors, si la haine n'est pas encouragée pour vraiment protéger notre santé, c'est quoi le phénomène qui est à l'œuvre? Pourquoi on lit tellement de choses comme ça? Pourquoi on a besoin de ce bouc émissaire? Bon, comme anthropologue, ça m'interpelle énormément et j'ai voulu aller fouiller un petit peu ça. J'ai trouvé quelques articles, quelques livres. Je vous en ai cité quelques-uns, ceux que j'ai trouvés les plus intéressants. Et donc, entre autres, cet article qui a été publié dans le Sage Journal, où on parle donc d'émotions générales, mais particulièrement de haine, et on dit que la haine peut être rassurante et autoprotectrice, car son message est simple. Il aide à confirmer la croyance des gens en un monde juste. Regardez, on revient encore dans cette espèce de notion quasi religieuse où, bon, la haine, ça nous rassure. Pourquoi? Parce que nous, on fait partie des bons. On croit dans ce monde juste. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'intragroupe. Qu'est-ce qui fait partie de notre gang? On fait partie des vaccinés, on a un pass vaccinal. Nous autres, on est des gens nobles, hein, je vous ramène au début, et on est des gens dignes de confiance et on n'est pas les gens qui avons des vices comme les gros méchants non vaccinés qui n'ont pas de passe vaccinal. OK? Donc, ça, c'est rassurant. En plus, ben, ça booste l'ego, hein, parce que tout le monde aime ça être un héros. D'ailleurs, les publicités du gouvernement jouaient beaucoup là-dessus. Et ça nous aide à croire qu'il y a un monde juste. Hein? Il y a des bons. On fait partie des bons. Donc, à un moment donné, on va aller au ciel. On va avoir une récompense parce qu'on est les bons. On est les gentils. On n'est pas des égoïstes. Nous, on s'est fait vacciner. On va sauver toutes les petites grand-mères dans les CHSLD parce qu'on s'est fait vacciner, même si on ne va jamais dans le CHSLD, même si on n'a pas de petites grand-mères. Comprenez un petit peu la logique. Donc, toujours dans le même article, on parle de la haine intergroupe. C'est vraiment intéressant cet article. Si vous comprenez l'anglais, je vous invite fortement à aller le lire. On parle entre autres de la situation Israël-Palestine et comment les gens ont de la difficulté à admettre qu'ils ont de la haine. Ils sont prêts à dire que oui, moi j'irais lâcher des bombes sans problème, j'irais tuer des Palestiniens sans problème, mais non, j'ai pas de haine, par exemple. Donc, évidemment, tout le monde veut faire partie des personnes malheureuses. On veut tous être des bons chrétiens qui vont aller au ciel. Hein? Donc, la haine intergroupe, on l'a définit comme la colère, le mépris, le dégoût, l'humiliation, les sentiments de vengeance et la haine peuvent tous être suscités en réaction à un événement similaire, à savoir lorsque l'action d'un être est perçue, on s'entend, hein, perçue, pas réelle, perçue comme négative, intentionnelle, immorale ou mauvaise. Et donc, pour s'assurer qu'il y ait cette perception de
l'autre groupe, donc des méchants non vaccinés, eh bien, on a mis toute une propagande médiatique autour de ça pour s'assurer qu'on rende ça bien profond dans la tête des gens, que eux font partie des nobles non égoïstes et que les autres sont les méchants qui sont même dangereux. Donc, les émotions intergroupes sont provoquées par des événements qui menacent l'endogroupe. Donc, on a peur que les non-vaccinés, que les non-masqués vont mettre notre survie, notre santé, notre groupe en péril. La haine intergroupe est dirigée contre un groupe externe particulier visant à éliminer le groupe. C'est sérieux, là? Ça vise à éliminer le groupe. La haine, c'est bien mentionné, est toujours destructrice. On a tellement peur et on se dit que cette situation-là ne changera pas et que la solution, c'est de détruire les gens. Et la preuve que c'est comme ça que ça fonctionne, regardez, dans tous les génocides, les dictateurs ont toujours utilisé cet argument. C'est pour votre bien. Hein? Qu'est-ce que les Juifs nazis disaient? C'est-à-dire qu'est-ce que les nazis disaient à la population contre les Juifs? C'était c'est pour votre bien qu'on doit les éliminer. C'est pour votre bien que vous devez les dénoncer. Donc là, c'est la même chose. Hein? Ces gens-là, on doit les ostraciser, les non-vaccinés, là, même si vous autres, vous pouvez être infectés puis vous pouvez transmettre le virus, mais eux autres, il faut les garder à part. Il faut créer cette catégorie, comme on l'a mentionné au début, d'agneaux sacrificiels, parce que quoi? On y arrive un petit peu plus loin. Mais ça prend un exutoire pour la frustration et la colère du peuple. Ça prend un ennemi, ça prend une tête de turc. Et vous allez voir pourquoi c'est important. Donc, la haine au niveau intergroupe nécessite une distinction claire entre l'endogroupe et l'exogroupe. Oui, ça, c'est sûr. Hein, comment on dit nous versus l'autre? Il faut qu'il y ait une ligne claire. Donc, la façon de mettre une ligne claire, c'est que tu ne vas pas personnaliser le débat. Tu mets tout le monde dans le même chariot. C'est toutes des antivax. Alors, que ce soit un infectiologue qui a décidé d'attendre, que ce soit une personne qui a une maladie auto-immune ou que ce soit quelqu'un qui s'est juste laissé emporter par un mouvement ou quelqu'un qui a peur des piqûres, on est tous dans le même bateau. Hein? Puis la raison pourquoi il faut nous mettre tous dans le même bateau, parce qu'il faut simplifier la pensée, parce que quand les gens ont peur et qu'on les nourrit de haine, la pensée est très simpliste. Hein? Ils sont en état de fight or flight, comme on dit en anglais, la lutte ou la fuite. C'est pas le temps de décortiquer des théories complexes. Donc, on amène ça au plus simple, c'est toute une gang d'antivax, c'est toute une gang d'anti-masques, d'anti-mesures, de complotistes qui pensent que la Terre est plate. Donc, on met tout le monde dans le même bateau, on homogénise le groupe, l'extra-groupe, le groupe exogroupe à l'extérieur. La haine va toujours motiver des actions destructrices. On l'a mentionné sur le plan comportemental, la haine peut conduire à des tentatives réelles d'éliminer ou d'éradiquer physiquement ou socialement l'exogroupe. Je vous le répète. La haine peut conduire à des tentatives réelles d'éliminer ou d'éradiquer physiquement ou socialement l'exogroupe. Alors, socialement, c'est déjà commencé avec la distinction avec la passe. Éradiquer physiquement, on a tous entendu parler des camps COVID. On a tous entendu parler, on a tous lu dans les journaux ou en bas de certains forums des gens qui disaient on ne devrait pas traiter les non-vaccinés. Ils ne devraient pas être admis à l'hôpital. On a tous entendu parler de serveurs dans des restaurants qui ont dit à des influenceurs on attend que vous crevez toute la gang de non-vax. Quand on entend des choses par rapport à l'Holocauste, tout le monde se dit comment ça se fait que la population a pu accepter ça? Comment en est-on arrivé là? Comment un petit groupe de fous, pas d'autre façon de les appeler, a pu éliminer, assassiner des millions de personnes? Bien, avec la complicité passive ou active du restant de la population qui avait rentré dans cette propagande de peur et à laquelle on a dit c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Comment la haine se propage-t-elle?
Ça, c'est comment on en arrive là. La haine semble souvent partagée entre les membres de l'endogroupe. Alors, on a des groupes de victimisation collective. Pensez à tous les mouvements de 12 étapes où est-ce que les gens se racontent leur histoire entre eux. Ça a une version thérapeutique, c'est-à-dire pas une version, une valeur thérapeutique. Le fait de partager son histoire et son vécu, je ne dénigre aucunement les groupes de 12 étapes. Je pense qu'ils font et qu'ils ont fait du bien énorme, mais c'est simplement pour vous expliquer le concept que quand les gens ont vécu des choses et qu'ils les partagent, ça crée un sentiment d'appartenance dans le lien. Donc, les bien-pensants qui sont victimes de nous, les méchants, qu'on n'est pas infectés puis qui sont vaccinés, ne devraient pas avoir peur, mais on est les gros méchants, les égoïstes, ceux qui n'ont pas de valeur, ceux en qui on ne peut pas avoir confiance. Donc, le fait de se raconter leurs histoires entre eux, de les valider avec des articles dans la presse, puis des commentaires de leurs acteurs, puis de leurs comédiens favoris, ça crée ce sentiment d'unification, de victimisation collective, et ça renforce le groupe, mais par le fait même, ça renforce le sentiment de haine et d'exclusion envers l'exogroupe. Hein? Donc, l'exogroupe, comme on le dit, est un groupe homogène qu'on perçoit comme une entité malveillante. Alors, ça se peut pas que les non-vax sont juste dans l'attente d'un vaccin québécois. Ça se peut pas qu'ils ont une maladie auto-immune. Ça se peut pas que pour une raison X ou Y, ils veulent pas, ils ne peuvent pas se faire vacciner pour le moment. Ils sont systématiquement édifiés en personnes malveillantes. C'est les méchants. Hein? On est dans ce narratif de valeurs presque religieuses des bons versus les méchants. On n'est plus dans un choix individuel d'accepter ou non un traitement expérimental. On est dans un narratif quasiment spirituel de bons versus les méchants. Donc, l'autre facteur qui va augmenter la haine, et ça, on peut regarder aussi ce que cette histoire de ségrégation, de passe vaccinale, quel rôle ça joue dans l'édification de ce sentiment de haine, eh bien, le fait qu'on a une absence d'interaction personnelle avec les gens, ça nous réconforte dans notre préjugé qu'on a envers le groupe hétérogène. C'est-à-dire, si je parle un à un avec une personne non vaccinée, non masquée, peu importe, et que cette personne m'explique sa logique, que cette personne m'explique ses raisons d'être en attente, de ne pas encore avoir fait ce choix, d'avoir des craintes. Il y a un risque que je me dise, ouais, c'est pas fou son affaire. Mais là, si je me dis, c'est pas fou son affaire, j'ai un problème. Parce que là, il y a un sentiment de loyauté envers mon groupe d'appartenance. Et si je commence à trouver que les non-vaccinés ont de l'allure, il y a un sentiment que je trahis mon groupe d'appartenance. Il y a aussi cette espèce de sentiment que partagent plusieurs vaccinés, ils m'en ont fait part, d'avoir été floués. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas fait vacciner parce qu'ils avaient peur du virus et de la pandémie. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait vacciner en croyant ce que le gouvernement leur avait dit, que quand on atteindra 70 ou 75 de vaccination, le restant, l'immunité collective va s'en charger et on va avoir un retour à la vie normale. Les gens se sont fait vacciner sous cette promesse du retour à la vie normale. Et comme ils se rendent compte que c'est pas du tout le cas, ils se sentent floués. Donc, ça aussi, ça contribue au sentiment de frustration et de haine, mais comme c'est plus facile d'haïr ton voisin qui est non-vax ou Guillaume Lemay qui a passé dans le journal que d'haïr le premier ministre ou ton médecin, ben, tu trouves ton agneau sacrificiel. Mais donc, c'est ça. Alors, on crée cette division entre les vaccinés et les non-vaccinés parce que de cette façon, on évite de personnaliser le débat et que le groupe de bien-pensants se disent, ben, c'est pas tous des fous, il y en a là-dedans qui ont un narratif qui a de l'allure, il y en a qui ont des raisons que je trouve correctes. On évite ça. On garde le gros groupe des vilains homogènes, tout ensemble. Et on se raconte notre histoire de victime par rapport aux gros vilains. Alors, pourquoi on fait ça? C'est là la question à 10 piastres.
Pourquoi encourager cette haine au sein de la société? Le contexte actuel, on parle de conditions de vie difficiles, mais aussi de violences politiques, criminelles ou institutionnelles, facilite les mauvaises intentions. Donc, quand les sociétés vivent des crises, c'est quelque chose d'humain, de naturel, de chercher un coupable. OK? Donc, le contexte favorise ça. On va donc trouver un bouc émissaire pour essayer de se protéger son groupe. Parce qu'à partir du moment où tu dis c'est la faute au non-vax ou c'est la faute à un tel, ben ça devient concret. Parce que d'avoir peur d'un virus qu'on voit pas, puis il y en a 10 à la 31, ça c'est 10 avec 31-0, qui nous entourent en tout moment, c'est un ennemi qui est très difficile à combattre. Comprenez-vous? Mais là, si c'est la faute des non-vax, là, ça devient concret. Ça, je suis capable de m'attaquer à ça. Donc, ça rend la chose plus réelle. Et si elle est plus réelle, mais j'ai plus de chances de me protéger. Donc, ça sert à ça, trouver un bouc émissaire. Blâmer les autres, ça aide aussi à répondre donc à ses besoins en période de chaos et d'incertitude. Et cela constitue la base du développement de la haine envers les groupes de la société qui sont considérés comme la cause de tous les problèmes. Donc, en ce moment, s'il y a un problème au Québec, s'il y a des problèmes économiques, s'il y a des confinements qui vont revenir, des couvre-feux, etc., c'est pas la faute du virus, c'est pas la faute du narratif qu'on nous a mis dans les journaux, c'est pas la faute de la mauvaise gestion, etc., etc., c'est la faute des non-vaccinés. Alors, maintenant qu'on est convaincu que c'est des gens qui ont de la malveillance et ils changeront pas parce que de toute façon, ils sont tous comme ça. On vient de les mettre dans un groupe, on a décidé que ces gens-là, ils étaient comme ça puis ils pensaient comme ça. Bien, la seule façon de gérer avec ça, donc la seule issue raisonnable, c'est de chercher une alternative violente. Il faut les éradiquer. Il faut d'abord les isoler, puis ensuite, on va les éradiquer. Donc, les sentiments de haine peuvent augmenter la tendance à soutenir des actions militaires extrêmement extrêmes envers des groupes externes. Donc, si tu es un gouvernement qui cherche à imposer the Great Reset, la 4e révolution industrielle, tu sais qu'il va y avoir de la frustration. Les gens n'acceptent pas facilement des changements où ils perdent leur liberté, où ils perdent un niveau de vie, etc. Donc, tu crées un bouc émissaire. Comme ça, les gens peuvent envoyer leur frustration, leur colère, leur haine envers ce groupe-là et c'est une façon d'enlever ta tête sur le bio. Et ensuite, c'est une façon de justifier, on l'a dit, des actions militaires extrêmes. Parce que, comme dans le cas des Juifs, on peut les exterminer, ces gens-là. De toute façon, on l'a dit, c'est une classe à part, c'est des sous-hommes. Et ils sont dangereux pour le groupe de bien-pensants qui vont aller au ciel. Donc, on peut les éliminer sans aucun problème. Et les menaces perçues pour la sécurité, qu'on nous chante depuis le début, que la santé publique l'emporte sur d'autres problèmes tels que les droits et libertés individuelles. Donc, on utilise cette justification pour enfreindre les droits et libertés individuelles. Et pendant ce temps-là, on s'engouffre de plus en plus vers un état d'urgence permanent qui est là depuis 2 ans. Les décrets doivent être renouvelés de 10 jours en 10 jours. Ça n'avait pas été prévu pour qu'on vive de cette façon-là. Sauf que pendant qu'on est en urgence, on a le droit de nous imposer un vaccin qui n'a pas été correctement testé, qui a un statut de médicament d'urgence. On peut nous imposer des lois, on peut violer nos libertés, entre autres en obligeant des vaccins, mais aussi, par exemple, en entrant dans des domiciles, on l'a vu durant le couvre-feu, durant le confinement, toujours sous l'apanage, sous le couvercle de cette sécurité pour le groupe. On nous en vend beaucoup de choses au nom de la sécurité collective. Alors, pour continuer avec le narratif, qu'est-ce qu'on fait pour encourager la haine et le rejet des non-vax? Parce que la haine et le rejet des non-vax rend l'acceptation du pass vaccinal acceptable. J'ai lu aujourd'hui, j'aurais dû vous le mettre, il y avait 78% des Canadiens apparemment qui sont d'accord avec le pass vaccinal.
Mais pourquoi ils sont d'accord? Dans n'importe quel autre contexte, les gens n'auraient pas accepté d'être tracés comme ça, de devoir montrer leur passe pour aller chercher un café chez Starbucks, dans aucun autre contexte. Mais ça fait 2 ans qu'on leur vante les mérites d'un éventuel vaccin. Et maintenant, on a créé ce groupe d'antivax, ce bouc émissaire, qui justifie que maintenant, pour partager les bons des pommes pourries, comme on l'a dit au début, ben là, on a un pass sanitaire. Donc, le pass sanitaire devient acceptable. Alors, un autre exemple dans les journaux, on parle de prochaine vague, la pandémie des non-vaccinés. Quand vous allez lire plus loin dans le texte, vous voyez que ce qui est présenté comme des non-vaccinés, dans le texte, on écrit non adéquatement vaccinés. Donc, ça veut dire que là-dedans, il y a des gens qui ont eu une dose. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que quand des enfants à l'école sont forcés d'aller se faire tester parce qu'un étudiant dans la classe est COVID positif, ou peut-être même dans l'école dans certains cas, bien, vous avez plein d'enfants qui sont testés positifs. Ils sont même pas éligibles à la vaccination en ce moment. Comprenez-vous? Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des cas positifs de non-vaccinés, mais il faut aller un petit peu plus loin que les grands titres. Et je vous réfère aussi à une autre présentation que j'ai faite qui s'appelle la 3e dose des statistiques inquiétantes, où on voit que environ 60% des personnes hospitalisées en lien avec COVID sont pleinement vaccinés, donc ont leurs 2 doses vaccinales en Israël. Ils sont rendus à la 3e dose en Israël. Il y a 2 millions d'Israéliens qui ont reçu 3 doses de COVID et ils sont à leur taux le plus élevé de cas positifs, d'hospitalisation et de décès. Donc, attention quand on répand des faussetés énormes comme celle-ci. Alors, on a vu d'où vient la haine, comment elle se propage, pourquoi on encourage la haine, qui finance la haine. Eh bien, quand on pose des questions comme ça, dans mon livre à moi, la réponse, c'est pratiquement toujours « follow the money ». Follow the money. Qui finance la haine? Le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens pour inciter les Québécois à respecter les règles sanitaires. Radio-Canada a obtenu les détails des coûts de cette campagne sans précédent à coût de 13 millions de dollars par mois depuis le début de la pandémie. Calculez ça, combien ça fait, 13 millions par mois pendant pratiquement 2 ans. Pensez-vous qu'on aurait pu améliorer la situation dans les CHSLD avec ça? Qu'on aurait pu améliorer la situation des infirmières, des préposés aux bénéficiaires? Qu'on aurait pu améliorer la qualité de l'air dans les écoles? Qu'on aurait pu fournir des tests de dépistage rapides, gratuitement? Tout ce qu'on aurait pu faire avec cet argent-là que le gouvernement dépense en propagande pour créer ce qui fait son affaire. Alors, dernier point, pourquoi? Pourquoi on va faire ça d'un point de vue politique? Eh bien, diviser pour mieux régner, je vous ai mis la phrase en latin parce que c'est pas Legault qui l'a inventé, même s'il en jouit ouvertement. Alors, diviser pour mieux régner, la haine est un outil politique simple et efficace qui est couramment utilisé par les politiciens pour atteindre la solidarité intra-groupe, donc la cohésion dans leur groupe qui vote pour eux, qui pense comme eux, et les avantages politiques et ou l'exclusion hors groupe. C'est une manière d'exclure tous ceux qui ne pensent pas comme le restant du groupe. Ça met une pression sociale énorme. Imaginez dans toutes les sociétés traditionnelles, avant l'invention des prisons, le moyen de punir les gens qui n'agissaient pas selon la majorité du groupe, c'était de les isoler. On les envoyait tout seuls, on les excluait du village. Donc, la pression sociale, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et ça, les gouvernements le savent. Ils le savent, je veux dire, Jules César savait ça, là, c'est pas nouveau. Et donc, ils utilisent ça à leur escient. Donc, on crée cette exclusion du groupe pour renforcer l'intragroupe et donc créer aussi la haine envers l'autre groupe. Et évidemment, on a le narratif qui fait leur affaire, donc ça nous avantage politiquement. Les publicités de campagne, le démarchage et les slogans basés sur la haine collective sont le pain et le beurre des campagnes réussies parce que le message est simple, rappelez-vous, homogène. Ils sont tous comme ça, les antivax. Et émotionnellement attrayant. Ben oui, parce qu'on est frustré, en colère, puis il y a quelqu'un qui offre une porte de sortie à ta frustration. Hein? Donc, ça marche. C'est ça qui est malheureux.
Ça marche. Ça marche tant qu'on va accepter que ça marche. C'est là où je veux vous amener. On est sur une pente extrêmement dangereuse, politiquement, socialement, pour notre avenir en tant qu'être humain, non seulement au niveau de nos privations de liberté, non seulement vers l'évolution vers un transhumanisme, mais également en termes de qu'est-ce que ça va représenter comme mode de vie. Est-ce qu'on veut vivre dans une société où tout sera calculé, observé, ou la prochaine étape, parce qu'il faut bien comprendre que l'imposition d'un pass sanitaire, c'est la première étape vers un système de contrôle et de surveillance. Vous savez, l'élite internationale se rend compte qu'il y avait une espèce de dérapage, que ce soit avec l'élection de Trump ou d'autres événements comme ça. Et leur façon de pouvoir contrôler complètement le narratif, c'est de contrôler les personnes qui en font partie, c'est de contrôler l'opinion. C'est pour ça qu'on a de la censure comme on l'a, c'est de contrôler notre pouvoir économique. Parce que imaginez, si quelqu'un est indépendant de fortune, il n'en a rien à cirer, si le gouvernement il impose un vaccin, il lâche son emploi puis il s'en va vivre quelque part où on n'impose pas le vaccin tranquillement. Mais si on dévalue complètement tout ce que vous avez plus de commerce de détail, vous n'avez plus rien à votre nom. Rappelez-vous ce que Klaus Schwab, l'initiateur du Forum économique mondial, vous a dit, vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. Ouais. Sauf que le petit bout qu'ils n'ont pas dit, c'est que pour ça, ça marche, bien, il va falloir faire tout ce que le gouvernement vous dit. La journée où vous avez besoin de votre passe vaccinale pour pouvoir aller chercher votre chèque de paye, ou pour pouvoir retirer votre argent de la banque ou pour pouvoir faire quoi que ce soit, la journée où vous ne vous soumettez pas, on le bloque. Ce qui arrive en Israël en ce moment, ceux qui ne prennent pas la 3e dose, c'est comme si on n'avait pas pris. Vous pensez qu'on va faire exception? Et là, ça commence avec un vaccin, mais c'est pour faire accepter cette soumission, ce mode de vie-là à une élite. Si vous croyez qu'on allait arrêter le pass vaccinal quand il n'y aurait plus d'épidémie, là, on ne met pas des millions et des milliards à installer des trucs pour valider les codes QR pour enlever ça après 3 mois. Vous remarquez qu'on ne vous donne même plus de date de fin de pandémie au Québec, ni de fin de passe vaccinal. C'est une étape. Et c'est une étape qui est comme un saut dans un ravin. C'est pas une petite marche, c'est une grosse étape. Et si on laisse ça aller, on est à minuit moins 1. Il est temps d'agir. On se sent impuissant parce que c'est vraiment David contre Goliath, puis on sait aussi qu'on ne fait pas la majorité, hein, aussi l'unanimité, comme on l'a vu dans la présentation, mais on a quand même le pouvoir du nombre. C'est juste parce qu'en ce moment, on a peur et on se sent isolé et tout le système contribue à nous isoler. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que si le peuple se lève, le jeu est fini. J'adore cette image parce que je trouve qu'elle démontre très, très, très bien le pouvoir dont on peut disposer si on choisit de travailler ensemble. La haine et la colère des faibles. La haine et la colère des faibles. Si vous remarquez dans notre groupe, d'abord avec la quantité de manifestations qu'il y a eu, ça s'est toujours fait dans la non-violence. Eux sont très violents verbalement, médiatiquement parlant, politiquement parlant envers nous. Je connais personne dans le mouvement, je milite depuis la première heure, je connais personne dans le mouvement qui est violent. Je connais personne qui ne parle pas d'amour, de fraternité, d'unité. Je vous rappelle en terminant qu'il y a 2 polarités dans l'univers. Vous savez, tout est toujours polarité, hein? Comme les piles, force positive, force négative, le jour, la nuit. Il y a toujours 2 polarités dans l'univers. Les 2 polarités émotionnelles auxquelles on est soumise, c'est d'une part la peur et d'autre l'amour. C'est 2 forces mutuellement exclusives. Plus vous êtes dans la peur, moins vous êtes capable d'amour. Plus vous êtes dans l'amour, moins vous avez peur. C'est pas compliqué, hein? Alors, je termine là-dessus, je vous laisse réfléchir à ça. Il y a des groupes qui sont en train de s'organiser. Restez pas seuls. Il faut vraiment s'unir, il faut travailler ensemble, il faut se rappeler de notre humanité. Il faut s'aimer, il faut travailler ensemble parce que si le peuple se lève, le jeu est fini. Je vous aime, gang. À bientôt.